وعليكم السلام. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. D'accord, d'accord. Donc on va attendre encore un petit peu, le temps que les autres nous rejoignent et on va commencer. D'accord? Madame, il y a un D'accord. problème. Madame, Oui? on a une séance d'optique. Cours physique. Pardon? Oui, Qu'est-ce que vous avez? Séance. une séance Séance de d'optique. physique. On a programmé la session en concertation avec le responsable du module, hein. Donc, moi, je n'y peux rien, hein. Donc, on va attendre encore un petit peu et on va démarrer la séance. D'accord? On a une séance, oui.
Alors, rebonjour. Donc, on va commencer la séance donc de travaux pratiques d'histologie. Alors, ces travaux pratiques donc d'histologie vont se faire en 2 séances. Donc, la première séance, donc on va la faire aujourd'hui et on va la répéter demain. Donc, demain samedi à 10h, Inch'Allah. Alors, travaux pratiques dit manipulation. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand vous êtes dans une salle de TP, vous allez pouvoir donc manipuler. Donc, on vous distribue des lames sur lesquelles donc il y a des coupes histologiques. Vous allez observer ces lames et éventuellement faire des dessins. Mais malheureusement, donc on ne peut pas faire ça donc à cause donc bien sûr donc du Covid-19 et donc les TP vont se faire donc à distance. Donc ça va pas être donc ça va pas être pratique, donc ça va être théorique. Et donc, les coupes ou les lames que vous auriez dû donc voir au microscope, on va vous les projeter donc sous forme de diapositive. Alors, on va distinguer 4 grands groupes donc de tissus. Donc, vous avez les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Alors, dans cette première séance, on va voir les tissus épithéliaux et les tissus conjonctifs. Alors, tout d'abord, les tissus épithéliaux. On va commencer donc par définir ce que c'est qu'un épithélium. Donc, un épithélium, il est formé par des cellules qui sont jointives, juxtaposées, donc ils sont accolées les unes aux autres. Elles sont solidaires, d'accord, donc attachées les unes aux autres par donc des systèmes de jonction. Hein, et ils sont donc séparés du tissu conjonctif sous-jacent, c'est-à-dire qui se trouve en dessous, par une lame basale. D'accord ? Alors, on va distinguer donc 2 types d'épithélium. Donc, on a les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Alors, tout d'abord, les épithéliums de revêtement. Donc, ce sont des tissus avasculaires. Avasculaires, ça veut dire qui ne possèdent pas de vaisseaux sanguins. Ils ne sont pas irrigués, donc ils ne possèdent pas de vaisseaux sanguins. Alors, ces tissus vont donc recouvrir donc, la surface du corps, donc, par exemple l'épiderme, donc l'épiderme qui est donc la première couche donc, de la peau, donc elle va recouvrir tout votre corps. Et les cavités internes donc de l'organisme, comme par exemple l'estomac, l'intestin, etc. D'accord? Donc c'est un tissu qui recouvre donc soit la surface du corps, soit les cavités internes. Alors la classification donc des pardon. Revenir. Excusez-moi. Alors,
Donc, la classification des tissus de revêtement va être basée sur donc, 3 critères. Alors, tout d'abord, on a donc le nombre de couches cellulaires, la forme des cellules superficielles et le type donc de différenciation des structures superficielles des cellules. Alors, on va voir ces critères l'un après l'autre. Alors, premier critère, c'est donc le nombre de couches cellulaires. Alors, on va distinguer donc ce qu'on appelle donc l'épithélium simple. Alors, l'épithélium simple, il est formé par une seule couche de cellules. Voilà. Donc, vous avez ici donc épithélium simple. Donc, on a une seule couche de cellules. Hein, cette cellule qui repose sur la lame basale. D'accord? Ensuite, on a donc l'épithélium stratifié. Alors, il est formé par 2 ou plusieurs couches cellulaires. Voilà, donc épithélium stratifié. Donc, voilà, on a plusieurs couches de cellules. D'accord? Et la première couche, donc, elle repose sur la lame basale. Ensuite, troisième type, c'est l'épithélium pseudostratifié. Alors, cet épithélium pseudostratifié, il donne l'impression d'être un épithélium stratifié. Donc, on a l'impression d'avoir une stratification, mais en réalité, donc, le pôle basal de toutes les cellules, il repose sur la lame basale. Par contre, le pôle apical n'atteint pas toujours la surface de l'épithélium. On va expliquer ça. Voilà. Donc, on a dit que ça donne l'impression d'avoir une stratification. Alors, les cellules, toutes les cellules, d'accord, ils reposent ici, donc le pôle basal donc de la cellule, donc il repose sur la lame basale. Vous voyez donc toutes les cellules ici, celle-là, toutes les cellules. Donc la partie basale, le pôle basal, il repose sur la lame basale. Par contre, le pôle apical de certaines cellules n'atteignit pas la surface de l'épithélium. D'accord? Donc par exemple, cette cellule-là, vous avez le pôle basal, il repose sur la lame basale, et le pôle apical, il atteint la surface de l'épithélium. Par contre, celle-ci, le pôle apical n'atteint pas la surface de l'épithélium. Donc voilà, ça c'est le premier critère donc, de classification, c'est le nombre de couches cellulaires. Alors, deuxième critère, c'est donc la forme des cellules superficielles. D'accord? C'est-à-dire la forme des cellules qui vont se trouver à la surface de l'épithélium. Alors, on va distinguer épithélium pavimenteux. Alors, cet épithélium pavimenteux, il est formé par les cellules, elles sont aplaties, elles sont plus larges que hautes. D'accord? Ensuite, bon, on va voir. Voilà. Donc, vous avez un épithélium pavimenteux. On voit que les cellules ici, elles sont aplaties, elles sont plus larges que hautes. D'accord? Donc, plus larges que hautes. Ensuite, on a le deuxième type d'épithélium, qui est l'épithélium cubique. Alors ici, les cellules, elles sont aussi larges que hautes. D'accord?
Voilà. Donc, on a cellules cubiques aussi larges que hautes, hein, qui reposent ici sur la lame basale ou la membrane basale. Ensuite, on a l'épithélium prismatique. Donc, épithélium prismatique, donc les cellules sont plus hautes que larges. Alors, tout ça, vous le connaissez, hein, bien sûr, vous avez fait votre cours d'histologie. Donc, c'est un rappel de ce que vous avez vu. Donc, voilà, on a épithélium prismatique, donc les cellules, elles sont plus hautes que larges. D'accord? Donc, ça, c'était le deuxième critère. Alors, si on considère donc les deux critères à la fois, c'est-à-dire le nombre de couches, donc le nombre donc, de couches cellulaires et les formes cellulaires, donc on voit par exemple en A, donc vous avez ici une seule couche donc de cellules, et les cellules elles sont aplaties, donc on va dire que c'est un épithélium pavimenteux simple. En B, donc vous avez donc ici une seule couche de cellules et les cellules, la forme des cellules elle est cubique, donc on va dire que c'est un cubique simple. D'accord? En C, les cellules elles sont prismatiques, sont plus hautes que larges et donc on a une seule couche de cellules, donc c'est un épithélium prismatique simple. Alors ici en D, vous avez donc plusieurs couches de cellules, d'accord? Donc, il est stratifié. Et les cellules superficielles, ils ont une forme qui est donc pavimenteuse, donc plus aplatie. Donc, c'est un épithélium pavimenteux stratifié. Alors, en E ici, vous avez encore un épithélium pseudo-stratifié. Voilà. Alors, troisième critère de classification, c'est les types de différenciation des structures superficielles. Alors, on va distinguer donc deux types de différenciation. Premièrement, nous avons donc les différenciations de la membrane plasmique au niveau du pôle apical. C'est-à-dire que le pôle apical de la cellule va présenter des différenciations, comme par exemple les microvillosités. D'accord? Alors, ces microvillosités peuvent être organisées soit en plateau strié ou bien en bordure de brosse. Donc, on va voir ça. Alors, voilà ici, vous avez, là, c'est une microvillosité, donc c'est schématique. Alors, c'est quoi une microvillosité? Tout simplement, c'est une évagination de la membrane plasmique. D'accord, ici, donc là, vous avez la cellule, vous avez la membrane plasmique ici. Donc, c'est une évagination de la membrane plasmique, tout simplement dans le but d'augmenter la surface d'échange entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. D'accord? Donc, cette microvillosité, elle est formée par des microfilaments d'actine. D'accord? Alors, cette microvillosité, on a dit, elles vont être organisées soit en plateau strié, donc vous avez ici la cellule, vous avez les microvillosités. Alors, elles sont parallèles les unes aux autres, d'accord? Ils sont de même taille et parallèles les unes aux autres. Donc, on va parler de plateau strié, d'accord? Comme ici, ça c'est une photo prise à partir d'un microscope électronique. Donc là, vous avez les microvillosités disposées en plateau strié. D'accord? Alors, ils peuvent également être disposés, ce qu'on appelle en bordure de brosse. Voilà. Là, ils sont la même chose, ils sont parallèles les unes aux autres, mais ils sont de taille différente. Vous voyez ici, on peut voir la différence. Là, c'est le plateau strié, donc elles sont de même taille. D'accord? Et là, bordure en brosse, elles sont de taille différente. D'accord? Vous allez avoir un TD, donc je pense que c'est le 3e TD de biologie cellulaire qui va traiter bien en détail ces différenciations
ces différenciations donc de la membrane apicale. Donc vous allez voir ça bien en détail, d'accord? Alors on a dit que on a donc soit donc des microvillosités, donc on a dit soit organisées en plateau strié ou bordure en brosse. On peut trouver également ce qu'on appelle les stéréocils et les cils vibratiles. Alors pour les stéréocils, donc vous voyez ici, alors les stéréocils, ce sont tout simplement, c'est également des microvillosités, mais ils ne sont pas parallèles donc les unes aux autres. Ils vont si vous voulez, ils vont s'entremêler, hein, d'accord? On va les voir ici. Voilà. Donc ça, ce sont des cellules qui vont présenter les stéréocils, d'accord? Vous voyez que les stéréocils, ils ne sont pas parallèles, d'accord? Ils forment comme des petites touffes ici, d'accord? Et l'autre structure, donc, ce sont les cils vibratiles. Donc, certaines cellules sont douées de cils vibratiles, sont présentes donc des cils vibratiles, et ces cils vibratiles, ils sont doués donc de mouvements. D'accord? Donc, toutes ces différenciations, je répète, vous allez les voir bien en détail, le TD de biologie cellulaire. Alors, deuxième type donc de différenciation, c'est l'accumulation donc dans les cellules superficielles de substances particulières comme la kératine. Alors la kératine, donc c'est une substance, c'est une protéine fibrillaire qui est donc stockée dans les cellules de l'épiderme. D'accord? Donc si on regarde ici, voilà, donc vous avez ici, donc vous avez l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est la première couche donc de la peau, hein, l'épiderme. Et en dessous de l'épiderme, on a le derme, d'accord? Alors l'épiderme, donc, il est formé par plusieurs couches, donc c'est un épithélium stratifié. Et les dernières couches, hein, ici, vous avez donc la kératine qui envahit les cellules. Vous voyez que les cellules, ici, ce sont des cellules qui ont perdu leurs organites, ils ont perdu le noyau, ils ont perdu tous leurs organites. Et donc, ce sont des cellules qui sont mortes, d'accord? Et ils vont se détacher par la suite. Alors, quand vous allez, par exemple, au bain, quand vous faites un gommage, donc, vous enlevez les cellules mortes, d'accord? Donc, ce que vous enlevez, c'est cette couche de cellules qui est morte et qui est envahie par de la kératine. Donc, voilà pour ces critères donc, de classification. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, les notifications? Arrêtez de chatter entre vous et écoutez plutôt que de discuter entre vous. Alors, on va voir donc comment reconnaître les différents tissus épithéliaux. Alors, si vous avez donc une photo comme ça, donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir donc le nombre de couches cellulaires. D'accord? Donc, il faut suivre les critères. Donc, nombre de couches cellulaires. Alors, on voit ici que vous avez ici la lame basale. D'accord? Ou la membrane basale. Alors, on a une seule couche de cellules. Donc, on voit ici qu'il y a une seule couche de cellules. Et qu'on voit également, donc on va dire que c'est un épithélium qui est simple. Ensuite, on va voir la forme des cellules superficielles. Donc, on voit les cellules, ici, elles ont une forme cubique. D'accord? Donc, on va dire que c'est un épithélium cubique simple. Donc, là c'est une coupe transversale au niveau du rein. D'accord? Donc, ça, c'est un épithélium cubique simple. Alors, suivant. Voilà. Alors, ici, on a, donc, c'est une villosité au niveau donc de la vésicule biliaire humaine. Donc, on voit ici, on a la membrane basale.
D'accord? Donc, nombre de couches cellulaires, on a une seule couche cellulaire. D'accord? Donc, c'est un épithélium qui est simple. On va regarder maintenant la forme des cellules. Donc, cellules qui sont plus hautes que larges. Donc, c'est un épithélium prismatique. Donc, épithélium prismatique simple. Alors, ici, on a une villosité intestinale. Donc, la muqueuse intestinale, la muqueuse de l'intestin est formée par des villosités. D'accord? Alors, cette villosité est formée par quoi? Donc, elle est formée par des cellules. Ici, vous avez ce qu'on appelle des entérocytes. Donc, les cellules intestinales, on les appelle les entérocytes. Alors là, également, on a une seule couche de cellules. Donc, ici, c'est la membrane basale. On a une seule couche de cellules. Et les cellules, elles sont prismatiques. D'accord? Alors, ici, on a une autre particularité, c'est que ces cellules prismatiques, ils vont présenter des différenciations de la membrane apicale. Donc, on va avoir des petites, des micro-villosités ici, qui sont disposées en ce qu'on appelle un plateau strié. D'accord? Plateau strié. Donc là, c'est un épithélium prismatique simple. Alors ça, c'est donc une coupe donc, au niveau de la peau, hein, pour vous montrer un petit peu les différentes couches donc, de la peau. Donc vous avez l'épiderme, vous avez le derme et vous avez un l'hypoderme. Alors si on regarde, voilà, donc ici schématiquement, donc vous avez la couche la plus interne, donc c'est l'hypoderme. Donc, qui contient donc des réserves graisseuses. Vous avez la couche intermédiaire ici. Vous avez donc la couche intermédiaire qui est donc le derme, qui est vascularisé. Et la dernière couche, c'est l'épiderme. C'est celle qui nous importe. Alors, cet épiderme, on a donc la lame, la membrane basale ou la lame basale. La première couche, c'est ce qu'on appelle la couche basale. D'accord? Donc, on voit que cet épiderme est formé donc de plusieurs couches. Donc, c'est un épithélium qui est stratifié. D'accord? Alors, la première couche, donc, c'est la couche basale. Donc, c'est à partir de cette couche-là que vont se former les cellules, hein, où va se faire donc le renouvellement des cellules de l'épiderme. Alors, plus on va vers la surface, on remarque que les cellules, elles s'aplatissent. Donc, elles deviennent aplaties. D'accord? Donc, les cellules les superficielles sont aplaties, donc c'est un épithélium pavimenteux. Alors, également, donc, les cellules donc, de la surface, vous voyez que ici, elles sont tous colorées, vous voyez ici, ils ont été envahis par de la kératine. D'accord? Donc, la kératine, quand elle pénètre donc, à l'intérieur de la cellule, elle va donc, tuer donc, tous les organites de la cellule donc, vont être éliminés et la cellule va être remplie uniquement par de la kératine et les cellules ils finissent par se détacher donc, de cet épiderme. D'accord? Donc, les cellules vont former ce qu'on appelle la couche cornée. Donc, on va dire que c'est un épithélium kératinisé, donc malpigien, ça veut dire pavimenteux stratifié et qui est kératinisé. Voilà, donc on voit ici, donc vous avez l'épithélium, donc la couche donc formée de plusieurs cellules, et on voit la dernière couche ici, hein, la couche cornée, qui est formée par de la kératine. Donc, c'est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé. Alors ici, c'est un autre donc, épithélium. Donc, on a le nombre de couches cellulaires, on a plusieurs couches, donc il est stratifié. Alors, la forme des cellules superficielles, il faut toujours regarder la forme des cellules superficielles. Donc, elles sont aplaties, donc c'est un épithélium pavimenteux.
Alors, on voit que les cellules, elles ont toujours ici, les cellules superficielles, elles présentent toujours leur noyau, leurs constituants internes, donc leurs organites. Il n'y a pas de cellules qui se détachent. Hein. Donc, c'est un épithélium qui n'est pas kératinisé, donc stratifié, non kératinisé. Donc, ça, c'est l'épithélium de l'œsophage. Alors maintenant, on va faire, si vous voulez, la même chose. On va reconnaître, donc reconnaissance des préparations microscopiques. Donc, normalement, quand on vous présente donc une photo, vous devez donc reconnaître quel type d'épithélium. Alors ici, c'est un épithélium. Donc, il faut toujours regarder les critères. Donc, le premier et le deuxième critère, c'est-à-dire la forme des cellules et le nombre de couches cellulaires. Donc, on voit ici, donc là, c'est un vaisseau sanguin. On voit ici donc les globules rouges. Et là, donc, vous avez donc, la membrane basale. Vous avez les cellules, ils ont une seule couche de cellules. Et vous avez la forme des cellules est aplatie. Donc, c'est un épithélium qui est donc simple et donc pavimenteux. Voilà, épithélium pavimenteux simple. Alors ici, c'est un épithélium qui est formé par une seule couche de cellules. D'accord? Les cellules, elles sont cubiques. Vous voyez, ça, c'est le noyau des cellules. Donc, on voit ici la forme cubique des cellules. C'est un épithélium cubique simple. Voilà, épithélium cubique simple. Alors ici, vous avez donc la lame basale, vous voyez, on a une seule couche de cellules. Les cellules, elles sont plus hautes que larges, donc ce sont des cellules prismatiques, d'accord? Et on a ici, si vous voyez ici, vous avez des microvillosités, hein, voilà, donc organisées en plateaux striés. Donc ça, c'est un épithélium simple. Épithélium prismatique simple. D'accord? Alors là, vous avez, on voit donc là plusieurs couches de cellules. D'accord? Donc c'est un épithélium stratifié. On regarde les cellules superficielles, donc ils ont une forme qui est pavimenteuse, donc aplatie, donc c'est un épithélium pavimenteux. Et on voit ici les dernières cellules, la dernière couche, on voit qu'il y a des cellules ici donc qui n'ont pas donc leur noyau, hein, ils ne sont pas aussi visibles que celles qui sont en dessous, et il y en a qui se détachent. Vous voyez ici, il y a des cellules qui se détachent, donc on va dire que c'est un épithélium qui est kératinisé, stratifié, kératinisé. D'accord? Donc, c'est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé. Alors là également, donc vous avez donc plusieurs couches de cellules, d'accord? Donc il est stratifié et on voit ici la couche cornée, hein, c'est-à-dire la couche de cellules kératinisées. Donc ça aussi c'est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé, d'accord? Donc normalement, maintenant, vous devez, si on vous donne donc une photo d'un épithélium, vous devez savoir de quel type d'épithélium il s'agit.
Alors, on va passer donc à la deuxième partie qui est les épithéliums glandulaires. Alors, les épithéliums glandulaires, donc, ce sont des épithéliums qui sont donc formés par des cellules qui sont spécialisées dans la sécrétion de substances au profit de l'organisme, c'est-à-dire substances qui sont bénéfiques pour l'organisme, comme par exemple les hormones, les enzymes, etc. Alors, ils vont se différencier morphologiquement en ce qu'on appelle des glandes. Alors, pour ce qui est donc de la classification des épithéliums glandulaires, alors les épithéliums glandulaires vont être classés selon le lieu d'excrétion, d'accord? Et on va distinguer donc 3 types de glandes. Alors, premier type, ce sont ce qu'on appelle les glandes exocrines. Alors, ces glandes exocrines, elles vont rejeter leurs produits de sécrétion directement dans le milieu extérieur ou bien dans une cavité de l'organisme qui est en relation avec le milieu extérieur, bien sûr, à l'aide d'un canal excréteur. D'accord? Donc, soit ils vont rejeter leurs produits de sécrétion directement à l'extérieur par un canal, ou bien ils vont donc déverser le produit de sécrétion dans une cavité, et cette cavité, elle est en relation avec le milieu extérieur, comme par exemple les glandes mammaires. Donc, le produit de sécrétion cellulé, il est accumulé donc dans des cavités, ensuite il est acheminé vers l'extérieur. Alors, deuxième type de glande, c'est ce qu'on appelle les glandes endocrines. Alors, ces glandes, ils vont libérer leurs produits de sécrétion directement dans le sang, sans canal excréteur. Donc, ils n'ont pas besoin d'un canal, ils vont sécréter donc leurs produits et ce produit va être déversé directement dans le sang. Donc, comme exemple, vous avez la glande surrénale. Alors, un petit schéma qui illustre un petit peu tout ça. Donc, vous avez les glandes exocrines. Donc, ça, c'est une glande exocrine, d'accord? Alors, les cellules, ils vont sécréter donc leur produit, d'accord? Et ce produit-là, il va sortir donc à l'extérieur par le canal, d'accord? Alors, par contre, ici, vous avez ici les glandes endocrines, d'accord? Alors, ces glandes endocrines, ils vont donc déverser leur contenu dans un vaisseau sanguin. Donc, ça, c'est un petit vaisseau sanguin, donc directement dans le sang, d'accord? Donc, généralement, les sécrétions, ce sont des hormones qui sont déversées directement dans le sang, d'accord? Donc, glandes exocrines, endocrines. Alors, troisième type de glande, ce sont les glandes amphicrines. Alors, amphicrine, ça veut dire à la fois exocrine et endocrine, d'accord? Comme le pancréas. Alors, pour les glandes amphicrines, on va donc distinguer 2 types de glandes. On a les glandes qui sont homolytiques. Homo, ça veut dire pareil. Donc, homolytiques. Donc, ces glandes, elles sont faites d'un seul type de cellule qui est donc doué d'une double fonction, donc à la fois exocrine et endocrine. C'est-à-dire que la glande, elle est constituée par des cellules et ces cellules, ils vont sécréter, donc à la fois, ils ont une fonction exocrine, donc ils vont sécréter des substances qui vont être acheminées par des canaux et en même temps, ils vont sécréter donc des hormones ou des substances qui vont être déversées directement dans le sang. Donc, comme exemple, vous avez les cellules hépatiques. Hépatiques, ça veut dire les cellules du foie. D'accord? Alors, deuxième type de glandes, c'est ce qu'on appelle les glandes hétérolytiques. Hétéro, ça veut dire différent. Donc, ce sont des glandes où on va trouver des cellules qui vont
qui vont avoir une fonction endocrine, c'est-à-dire ils vont sécréter donc des hormones qui vont être déversées directement dans le sang, et d'autres cellules, d'accord, qui vont avoir une fonction exocrine. Donc, ils vont sécréter des substances qui vont passer par un canal. D'accord? Alors, l'exemple, c'est celui donc du pancréas. Voilà. Donc, vous avez le pancréas. Donc, on voit ici la partie abdominale donc humaine. Donc, on voit ici l'estomac. Vous avez le foie. Vous avez l'estomac. Là, vous avez le pancréas. D'accord? Donc, on le voit ici. Donc, ça, c'est le foie. Vous avez ici le pancréas. D'accord? Ça, c'est le duodénum, donc la première partie de l'intestin. D'accord? Donc, ici, vous avez un cas au niveau donc, du pancréas. Hein, et donc, les sécrétions pancréatiques vont être déversées ici dans, c'est notamment des enzymes. Hein, donc, le pancréas va sécréter des enzymes, on va voir. Donc, et ces enzymes donc, vont être acheminées ici, des enzymes digestifs vont être acheminées et déversées au niveau ici de l'intestin. Première partie de l'intestin qui est le duodénum. D'accord? Alors, voilà. Alors, donc le pancréas est formé donc de deux types de cellules. Alors, un premier groupe de cellules, donc des cellules qui sont groupées en ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Donc, îlots de Langerhans qui ont une fonction endocrine. Donc, ce sont les cellules qui sont spécialisées dans la sécrétion d'hormones. Alors, ces hormones, ils interviennent dans la régulation de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est quoi? C'est le taux de glucose dans le sang. Donc, ces deux hormones, ce sont l'insuline et le glucagon. D'accord? Donc, ces cellules-là, ils vont sécréter l'insuline, sécréter le glucagon, qui vont donc réguler le taux de glucose dans le sang. D'accord? Alors, ça, c'est la fonction endocrine. Alors, le deuxième type de cellules, il y a des cellules qui vont former ce qu'on appelle des acénies, d'accord, qui sont responsables de la sécrétion exocrine. Donc, ce sont les cellules qui vont sécréter ce qu'on appelle le suc pancréatique, d'accord, qui est formé donc par des enzymes et qui va être déversé dans la lumière donc du tube digestif par les canaux excréteurs. Donc, on a deux types de cellules. Alors, voilà. Donc, ça, c'est une coupe donc, au niveau du pancréas. Et on va voir ici, c'est la partie endocrine. Ça, c'est un îlot de Langerhans. D'accord? Là aussi. Donc, on a plusieurs îlots qui sont dispersés. On regarde ça de plus près. C'est comme la photo que vous avez sur votre polycopier. Donc, on voit ici les îlots de Langerhans. D'accord? Là, vous avez les acinus. Donc, on dit un acinus, plusieurs acénies. D'accord? Donc, tout ça, ce sont les acénies. Alors, on regarde de plus près encore. Vous avez ici, ça, c'est l'îlot de Langerhans. Voilà, c'est un îlot donc de Langerhans avec des cellules qui ont une fonction endocrine. D'accord? Ils vont sécréter l'insuline. Et là, vous avez les acinus. Donc, les acinies, plusieurs, on dit des acinies. Un seul, on dit acinus, un acinus. D'accord? Alors, cet acinus, il est formé par des cellules. Donc, regardez ici, ce sont les cellules avec un noyau. Et au centre, il y a un petit canal. D'accord? Ça, c'est un canal, le grand canal excréteur. Regardez ici, il est bordé par un épithélium simple cubique.
si on regarde schématiquement, voilà, schématiquement, voilà, on a ici îlot de Langerhans avec donc les cellules à rôle endocrine. Là, vous avez des petits vaisseaux sanguins. Donc, les cellules, ils vont sécréter leurs hormones qui vont être déversées directement dans les vaisseaux sanguins. Alors, la partie exocrine, ce sont les acinus. Donc, vous voyez ici les cellules. Donc, la forme des cellules, il est un petit peu pyramidal, triangulaire, avec des noyaux à la base. D'accord? Noyaux à la base. Et vous avez donc le canal, le petit canal central. D'accord? Alors, ces cellules-là, ils vont sécréter donc des enzymes. Et ces enzymes, ils vont être déversés dans ce petit canal. D'accord? Et ils vont rejoindre le canal principal. On regarde ici. Voilà. Donc, vous avez le pancréas. Et on regarde une partie du pancréas. Vous avez ici donc les acini, hein, un acinus, avec donc les cellules. Ils vont sécréter donc les enzymes. Les enzymes, ils vont passer dans le petit canal. Hein. Ensuite, tous les petits canaux, ils vont rejoindre donc le canal principal ici. Et donc les enzymes vont être déversées au niveau ici de l'intestin. Donc voilà. Alors voilà. Ça c'est donc la coupe donc au niveau donc du pancréas. Ça c'est un pancréas donc de cobaye. Donc on voit ici donc l'îlot donc de Langerhans. Et on voit ici les acinus. Alors, normalement, en temps réel, quand vous êtes donc en présentiel, quand vous faites un TP, donc un TP d'histologie, dans une salle, donc qu'est-ce qu'on fait? On vous distribue une lame, d'accord? Alors, une lame, il y a, par exemple, cette coupe histologique. Donc, ce que vous devez faire, vous devez donc observer cette coupe histologique, l'observer au microscope par donc différents objectifs, différents grossissements, et donc éventuellement faire le dessin. Donc, on vous demande de faire le dessin de cette coupe, d'accord, en montrant les différentes parties. Donc, la partie endocrine, donc qui est l'îlot de Langerhans, et les parties exocrines. Alors, on voit ici, vous avez ça, c'est un canal, donc le canal excréteur. Comment on le reconnaît? On reconnaît grâce à l'épithélium. Donc, il est bordé par un épithélium simple cubique. Donc, voilà pour cette partie donc, de épithélium. D'accord? Donc, bien sûr, vous, si vous voulez vous entraîner chez vous, vous pouvez donc regarder cette diapositive parce que c'est exactement ce que vous allez voir sous le microscope. Et vous pouvez faire un dessin, hein, dessiner ce que vous voyez. Alors, on va passer donc au deuxième créneau, là, la deuxième partie, qui est donc les tissus conjonctifs. Alors, un tissu conjonctif, bien sûr, il est formé donc par des cellules conjonctives éparpillées, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas jointives, ils ne sont pas collés les unes aux autres, mais ils sont dispersés, d'accord? Ils sont éloignés les unes des autres et qui vont baigner donc dans une substance fondamentale et également des fibres. Donc, on a des cellules conjonctives, la substance fondamentale et les fibres. Alors, les tissus conjonctifs sont classés donc en fonction des proportions relatives de leur constituant, c'est-à-dire en fonction de la proportion, le nombre de cellules, la proportion des fibres ou la nature donc de la substance fondamentale. Alors, on va distinguer donc des tissus conjonctifs non spécialisés. Donc, tout ça, vous avez vu ça en cours.
Donc, on a les tissus conjonctifs embryonnaires, tissus conjonctifs lâches, tissus conjonctifs denses, tissus conjonctifs réticulaires, et les tissus conjonctifs spécialisés, qui sont donc tissus conjonctifs adipeux, les tissus squelettiques, tissu cartilagineux et le tissu osseux, et le tissu sanguin. D'accord? Alors, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les tissus squelettiques, à savoir tissu cartilagineux et tissu osseux. D'accord? Donc, tissu squelettique, hein, donc en relation avec donc, le squelette, donc vous avez le tissu osseux et le tissu cartilagineux. Et on va commencer par le tissu cartilagineux. Alors, le tissu cartilagineux, c'est un tissu donc de soutien. Il est formé par des cellules qu'on appelle les chondrocytes. Donc, vous devez connaître ces termes-là. Donc, les chondrocytes, par une substance fondamentale qui est solide et flexible en même temps, et par des fibres. D'accord? Si vous touchez votre oreille, par exemple, votre oreille, elle est flexible, donc elle est formée par du cartilage. Si vous touchez votre nez, vous pouvez le bouger, donc c'est du cartilage. D'accord? Alors, ce tissu cartilagineux, il ne contient ni vaisseau sanguin, ni terminaison nerveuse. Et on va distinguer donc 3 types de tissus cartilagineux selon donc la proportion et la nature des fibres qui existent donc dans la substance fondamentale. Donc, on a le cartilage hyalin, le cartilage fibreux. Donc, cartilage hyalin, il va contenir des fibres de collagène. Le cartilage élastique, il va contenir des fibres élastiques. Et le cartilage fibreux. Alors, le cartilage hyalin, c'est le type de cartilage le plus répandu. Donc, on trouve le plus au niveau donc, de l'organisme. Alors, on va le trouver au niveau des surfaces articulaires, c'est-à-dire au niveau des articulations, au niveau du nez, au niveau des côtes, au niveau des voies respiratoires supérieures. Donc, si on regarde ici, voilà, donc le cartilage du nez, les cartilages ici au niveau des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire la trachée ou les branches, au niveau ici des côtes et au niveau des articulations. D'accord? Donc, les articulations du genou, de la cheville et du fémur. Alors, donc, comment se présentent donc les chondrocytes donc, du cartilage hyalin? Donc, les chondrocytes, ils sont volumineux et présentent un noyau qui est arrondi, d'accord, central, et ils sont logés dans des cavités qu'on appelle les chondroplastes. Donc, les chondrocytes, cellules cartilagineuses, sont logées dans des cavités qu'on appelle les chondroplastes. Donc, si on regarde ici, voilà. Donc, vous avez cellules cartilagineuses, vous avez avec le noyau, et logées ici, hein, dans des cavités qu'on appelle les chondroplastes. Plaste, ça veut dire cavité, donc chondroplastes. Et vous avez donc la substance fondamentale. D'accord? Alors, parfois, on peut trouver des cellules chondrocytes qui sont groupées en 2 ou 3. Voilà, ça schématiquement. Donc, voilà, on a un chondrocyte avec son noyau, hein, qui est donc logé dans un chondroplaste. On voit ici la cavité. Donc, vous voyez les fibres, donc fibres de collagène. Alors, les fibres de collagène, on ne peut pas les voir au microscope optique. On ne peut pas les voir. Donc, la substance fondamentale avec donc les fibres de collagène. Alors, sur une coupe histologique, on va voir ça. Donc, par exemple, la lame qu'on vous distribue, elle va montrer donc, ce cartilage hyalin. Donc, vous auriez dû donc la au microscope. Donc, on voit ici les chondrocytes.
la cavité chondroplaste et la matrice, donc cartilagineuse ici. Donc on ne peut pas voir les fibres de collagène parce qu'on ne peut pas les voir au microscope optique. D'accord? Donc là également, hein, vous auriez pu faire l'observation à différents grossissements. Donc ça, c'est le tissu cartilagineux. Alors on va passer maintenant au tissu osseux. Alors le tissu osseux, il est formé par des cellules osseuses. Alors il y a 3 types de cellules osseuses. On a les ostéoblastes qui sont situés à la surface du tissu osseux et qui ont un rôle dans le renouvellement permanent de l'os. Donc ils permettent donc de renouveler l'os de façon permanente. Ensuite, vous avez les ostéocytes. Alors, ce sont des ostéoblastes qui sont différenciés, d'accord? Et ils vont être logés dans des ostéoplastes. Donc là également, on a les cellules ostéocytes, cellules osseuses, logées dans des petites cavités qu'on appelle les ostéoplastes. Les ostéocytes, ils ont un rôle dans le maintien de la matrice et aussi un rôle dans la régulation de la calcémie. Calcémie, c'est-à-dire le taux de calcium. D'accord? Alors, troisième type, ce sont les ostéoclastes. Alors, ces ostéoclastes, ils sont responsables de la résorption du tissu osseux, c'est-à-dire la destruction du tissu osseux. Donc, on a les cellules osseuses et ensuite, on a une substance fondamentale qui est minéralisée et qui est rigide. Donc, substance minéralisée et rigide. Et bien sûr, on a les fibres de collagène. Alors, voilà, ici, vous avez donc un os long. Donc, ça, c'est un os long. Alors, cet os long, il est formé, donc, vous avez deux parties. Il y a une partie centrale qu'on appelle la diaphyse, donc, qui est formée par de l'os compact. D'accord? Donc, il y a une fonction de soutien et de métabolisme minéral. Et vous avez les extrémités, donc les épiphyses, qui sont formées par de l'os spongieux. Hein. Spongieux, ça veut dire où il y a des petites cavités, donc alvéolaires, cavitaires. Hein, et c'est là où va se faire l'hématopoïse, c'est-à-dire la formation des globules rouges. D'accord? Alors, nous, on va s'intéresser à cette partie-là, hein, qui est l'os compact. Donc, l'os compact dit aversien. Alors, cet os compact, il est constitué par ce qu'on appelle des ostéones ou bien des systèmes de Haver, d'accord, qui sont disposés parallèlement entre eux. Si on regarde la diapositive suivante, voilà. Donc, on a ici les ostéones, hein, les ostéones qui sont disposés parallèlement, hein, les uns aux autres. D'accord? Donc, parallèlement les uns aux autres. Alors, chaque ostéone va être donc formé par... Alors, chaque ostéone va être constitué par des lamelles osseuses cylindriques, hein, qui sont disposées autour de ce qu'on appelle le canal de Haver. Donc, vous avez au centre un canal de Haver et les lamelles osseuses cylindriques qui sont disposées autour de ce canal. On va le voir ici. Donc voilà, vous avez ici les petits canaux, donc, canal de Haver. Et ces canaux de Haver, ils sont en relation entre eux. Donc ça, c'est un canal de Haver, canal de Haver. Ils sont en relation entre eux par ce qu'on appelle le canal de Walkman. D'accord? Alors, les ostéocytes, ils sont situés, bien sûr, dans des ostéoplastes qui sont interposés entre les lamelles. Donc, si on regarde ici, voilà, donc ça, c'est les zones, hein, qui sont disposées parallèlement les uns aux autres, avec au centre un canal de Haver. Et on a dit qu'ils sont formés par des lamelles. Donc, ça, ce sont les lamelles concentriques, hein, autour du canal. D'accord? On a ici les ostéos, ce que vous voyez ici, ce ne sont plus les ostéocytes. Les ostéocytes, il n'y en a plus. On voit que l'emplacement des ostéocytes. C'est ce qu'on appelle les ostéoplastes.
les cavités où étaient logés les ostéocytes. D'accord? Alors, ces ostéocytes, ils vont présenter, les cellules ostéocytes, ils présentent des canalicules ici, hein, qui en relation avec ici le canal de Haver. D'accord? Voilà. Donc, les ostéocytes sont en relation avec le canal de Haver par des canalicules, ce qui assure donc, bien sûr, leur nutrition. Donc, voilà la lame que vous auriez dû voir, d'accord, en TP au microscope. Donc, on voit ici le canal de Haver. Donc, le canal de Haver où on peut trouver un vaisseau sanguin. Il est également innervé, d'accord, un petit nerf ici. Alors, vous avez ici, donc ça, c'est un ostéone, d'accord, avec les lamelles concentriques, donc les lamelles osseuses. Et là, vous avez les ostéoplastes, d'accord, les ostéoplastes. Donc là également, c'est en observation et également, vous pouvez faire le dessin. Donc en temps normal, TP normal dans la salle, on vous demande de faire le dessin d'un ostéon. Donc voilà pour le TP. Donc comme j'ai dit, c'est un TP maintenant théorique parce que vous ne pouvez pas manipuler, d'accord? Mais les diapositives les lames que vous aurez pu voir au microscope, ce sont donc la structure d'ostéone au système de Haver, également la coupe donc au niveau du pancréas avec donc le dessin et la coupe donc la lame qui concerne donc le tissu cartilagineux. Voilà. Alors, cette séance-là, on va la reprendre demain, Inch'Allah, à 10 h. Pour ceux qui n'ont pas assisté, ils peuvent donc nous rejoindre demain. Et vous pouvez également préparer des questions si vous avez. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage. Et donc, à demain.